Bonjour Nicolas Vidal, vous êtes journaliste, éditorialiste, fondateur de Push Media et tous les vendredis sur Toxin, les auditeurs ont la chance de vous écouter. Alors nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir dans ces entretiens et nous attendons justement pour avoir votre expertise sur la crise que traverse la réinformation et notamment des phénomènes qui sont apparus il y a une dizaine de jours, la perte d'abonnés, la perte de visibilité des grands comptes de la réinformation. Mm. Ben, Qu'en bonjour, pensez-vous? merci à Louis en tout cas de me recevoir sur cette chaîne. En tout cas, c'est toujours bien de pouvoir s'exprimer sur différents canaux. C'est toujours bien. Ça permet aussi de lutter contre la censure et de découvrir aussi d'autres médias, d'autres contenus et des communautés que nous ne connaissons pas encore. Oui, ben, en fait, c'est simplement la censure, hein. Ça fait un petit moment que ça existe. Moi, je suis j'ai fondé mon média en 2007, donc je suis pas de la dernière pluie, hein, ça fait 19 ans. J'ai pas eu de problème au début parce que je faisais uniquement de la culture. Donc ça, et puis à cette époque, en 2007, autant vous dire qu'il n'y avait Facebook commençait à peine, et il n'y avait aucune censure, rien du tout, et que la French Tech, c'était un peu le désert de Gobi. Voilà. Et puis en 2018, moi j'ai fondé Putsch Media, c'est-à-dire que ma marque BSC News, qui était mon un magazine, je la fais très vite, un magazine numérique en France, qui a été le premier magazine numérique en France. Je l'ai lancé en revenant des États-Unis, que j'avais passé quelques temps. Je voulais faire finalement de la culture et Internet. Donc j'ai lancé BSC News et en 2018, je me suis rendu compte tout de même que le pays était en train de partir à volo, puisque j'ai toujours baigné dans la politique, pas dans l'engagement politique, parce que j'ai jamais été engagé politiquement, mais j'aimais la politique, puisque mon père m'y a plongé très tôt dedans avec la culture et la littérature, et je me suis bien rendu compte que la liberté d'expression en 2018 commençait à battre de l'aile, et que je voyais toujours les mêmes personnes sur toujours les mêmes plateaux et que notamment en politique, ou même en culture, ou en essayiste, ou en intellectuel, il y avait des gens que je lisais, que je ne voyais jamais sur les médias. Donc mon magazine numérique, qui était essentiellement tourné à la culture, qui avait déjà hein, cette inclinaison-là à inviter les gens qui n'étaient invités de nulle part. Donc déjà, depuis 2007, j'avais cette idée, donc ça fait un petit moment. Et je me suis dit, ben, il faut changer la marque, aller plus fort, changer de BSC News en putsch et aller sur des sujets sociétaux, politiques plus énervés en invitant tous les gens qui sont blacklistés finalement de l'espace médiatique et qui, à mes yeux, présentent un intérêt pour les lecteurs. Parce que c'est ça aussi, il n'est pas question d'inviter n'importe qui. Mais il était question d'inviter tous les gens que je suivais, avec qui j'étais d'accord ou pas d'accord, là n'est pas la question, et de leur donner une voix par soit des interviews, soit des vidéos, enfin toute une série de choses. Et en 2018, c'était janvier 2018, est arrivé les Gilets jaunes en novembre. Voilà. Et dès novembre 2018, moi, j'ai été censuré, blacklisté, cambriolé. Donc, vous voyez que la censure, elle n'existe pas d'hier matin. Moi, j'ai été, notamment les Gilets jaunes, j'écrivais dans le Figaro, dans le Vox, à un moment donné. Notamment, j'avais publié une grande tribune sur les Gilets jaunes, où j'expliquais ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes, parce que moi, je suis un gueux, un bouseux qui habite dans le sud de la France, qui est né à Nîmes, et j'ai vécu dans le sud de la France pendant très longtemps. Je suis monté à Paris, j'ai un peu vécu aux États-Unis rapidement, et je suis revenu dans un petit village de l'Hérault. Voilà. Et donc, j'ai la prétention de penser que je vis au milieu des miens, c'est-à-dire que je fais partie de ces bouseux. Et donc, dans le Figaro Vox, j'ai essayé d'expliquer finalement ce que vivaient les Gilets jaunes, surtout les Français en colère et la France périphérique, la France déclassée et la France martyrisée, très clairement. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que j'avais un peu perdu de vue cette France-là quand je suis monté à Paris et que j'ai été rappelé à l'ordre quand je suis allé sur les premiers ronds-points le 18 novembre 2018. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié la France d'où j'étais issu, dans laquelle j'avais grandi. Et donc là, ça n'est suivi que j'écrivais à ce moment dans le Vox, j'étais sur des mainstreams, Sud Radio et d'autres. Et puis, cette prise de position m'a coûté cher. Et ce qui m'a coûté encore plus cher, c'est aller officier sur Russia Today, sur RT France notamment. Parce que RT France m'a appelé dès le début de la crise pour que je puisse donner mon avis et mes analyses sur les Gilets jaunes, puisque j'avais écrit dans le Figaro, et que cette tribune dans le Figaro notamment, qui disait le peuple n'a ni raison ni tort, il décide, avait été extrêmement lue et partagée des dizaines et des dizaines de milliers de fois. Je crois que même elle a été republiée dans le Figaro après, pour le coup papier. Et je crois, il me semble, mais en tout cas, elle avait cartonné. Et après, j'avais eu des sollicitations.
Et je suis allé sur RT France en tant qu'invité, hein, pas en tant qu'éditorialiste, mais en tant qu'invité. C'est-à-dire qu'on vous appelle, on vous dit est-ce que vous voulez venir réagir là-dessus? On vous envoie un taxi, vous êtes sur le plateau, vous avez 10 minutes et vous repartez. Voilà, mais vous n'êtes pas payé pour ça. On vous prend simplement en charge le taxi. Donc j'étais juste ce qu'on appelle guest, invité. Et puis j'ai commencé à y aller une fois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, et parfois j'y étais tous les jours en fait sur RT France, parce que les Gilets jaunes c'était tous les jours. Voilà. Et puis, il y a cette. Et pour revenir à votre question sur la censure, c'est une censure qui ne se voit pas. J'avais un très bon ami à Paris qui est un excellent journaliste d'investigation, un excellent journaliste d'investigation avec qui j'ai beaucoup échangé. J'ai lu tous ses livres, je l'ai déjà reçu en interview, et qui m'a invité un jour dans un resto et qui m'a dit, entre le café, entre le dessert et le café, qui m'a dit, Nico, je suis obligé de te dire quelque chose, si tu continues à aller sur RT France, toutes les portes seront fermées, te seront fermées. Voilà. Ce en quoi je lui ai répondu, ça tombe bien, il y a des portes que j'ai plus envie d'ouvrir. Donc à partir de là, je me suis collé l'étiquette d'RT France et je le savais, hein, je savais très clairement qu'en allant sur RT France, j'allais me coller une cible dans le dos. Déjà que j'avais pris position pour les Gilets jaunes et ensuite j'allais sur RT France, j'étais ciblé et j'étais bien entendu désigné comme le pro-russe, pro-Kremlin. À noter que je suis d'origine polonaise. Donc pour celui qui a deux, trois notions d'histoire, il se rend bien compte que les Polonais n'est pas très fans des Russes, manifestement. Et ma grand-mère qui est décédée, paix à son âme, qui m'a raconté lors de l'arrivée de l'armée rouge en Pologne, manifestement, elle n'en a pas gardé de très bons souvenirs. Donc on ne peut pas me faire le procès d'être pro-russe, pro-Kremlin, pro-Poutine. Je suis pro-France, c'est déjà pas mal. Et on m'a donc taxé de pro-russe, bien entendu. Et c'était intéressant puisque là-dessus, ben, tous les médias mainstream nous ont ciblés, moi, Poulain, et tous les copains qui y bossaient, Olivier Delamarche et d'autres, on était tous sur RT France. Pas parce qu'on voulait à un moment donné que l'impériale et impérieuse Russie déferlent sur Brest et défilent sur les Champs-Élysées. Non, en fait, on allait dans un média où on pouvait dire ce qu'on voulait, concrètement. Voilà. Et ça nous a Et coûté très, c'est, très cher. Ouais. oui, et il se trouve que j'ai eu un ami qui a Mm. travaillé sur RT et qui m'a expliqué que parce que vous étiez dans le viseur, vous aviez Mm. peut-être la meilleure information de France parce que toutes les informations étaient passées au crible justement de juristes pour Mm. éviter la petite erreur qui aurait été Oui, fatale. oui, oui. RT France, et il faut rendre hommage à Xenia Fedorova et à toute l'équipe d'RT France. Je rappelle que c'était 176 journalistes hein, qui étaient français, que ça déplaise peut-être à l'oligarchie en place, ont été licenciés sur le champ sans aucune décision de justice, il faut quand même le savoir. Et je peux vous assurer, vous faites bien de le noter, que vous n'avez pas intérêt à dire des bêtises sur le plateau, hein. Je peux vous assurer que moi, en tant qu'invité et éditorialiste, il était très clair qu'il fallait être extrêmement, pas prudent, mais prudent dans sa façon de s'exprimer, jamais outrancier, mais surtout très précis sur les chiffres. Je me souviens d'avoir fait des éditos, donc après moi je suis passé éditorialiste, RT m'a proposé un contrat, oui, alors oui, j'étais payé par le Kremlin parce que c'était de l'argent qui venait du Kremlin, bien entendu, du pouvoir russe, parce qu'on ne l'a jamais caché, et qui payait, bien sûr, qui payait la chaîne. Mais par contre, je me souviens très bien que chacun de mes éditos qui faisait entre 500 000 et 1 million de vues tous les jeudis matins, eh ben, je peux vous assurer que je les travaillais 2 jours à l'avance avant de passer. Et le matin, je mettais mon réveil à 4 heures, je me souviens bien, j'habitais à Paris à cette époque-là. Et de 4 heures à 5h30, je vérifiais une par une, un par un, tous les chiffres que je donnais. Tous les chiffres et toutes les informations. C'est-à-dire que j'arrivais sur le plateau à 7h20, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas une seule approximation dans mes éditos. Et jusqu'alors, j'ai passé 3 ans en tant qu'éditorialiste, personne n'est jamais venu. Si, on m'a fait la leçon, notamment sur le traité d'Aix-la-Chapelle. On s'est rendu compte que j'avais raison, notamment sur le fait que la France puisse mettre à disposition de l'Allemagne l'arme nucléaire. Vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Je l'avais Mm. dénoncé déjà dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Ça, voyez-vous. Donc voilà, la mise à disposition du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, notamment pour l'Union européenne. Tout ça, j'avais dénoncé, mais on m'a finalement, je n'ai jamais été désavoué. Mais voilà, tout ça pour dire finalement que je suis allé sur RT France et j'avais déjà Putsch Live parce que je pouvais y dire ce que je voulais. Et c'était ça la grande liberté. Et on s'est rendu compte que les gens sont venus en masse sur RT France, pas parce qu'ils étaient pro-russes, hein, parce qu'en fait, ils avaient une vision, une autre vision de l'actualité que, bien sûr, ce que voulait nous donner la propagande. Et c'est pour ça qu'on a été fermé, licencié, et voilà. Voilà, et il faut bien rappeler en effet que sur les gilets jaunes, vous étiez les seuls à faire un vrai travail de fond. Parce que Oui, sur les oui, plateaux mainstream, on sentait les éléments de langage venant de l'Élysée, et il suffisait d'aller ouais, sur BFM, sur LCI, il y avait des échos. ouais. Hmm. Et il y avait un profond mépris de classe aussi. Ah, Oui, mépris de il y classe avait un total, ouais. profond mépris de classe, c'est-à-dire que c'est la caste, la petite oligarchie,
qui a constaté avec effroi le retour du peuple. Et constater avec effroi le retour du peuple, c'est mettre à mal et en danger sa propre sécurité de petit oligarque parisien et européiste qui pourrait à un moment donné être comme un chien sur un jeu de quilles. Et on a bien senti tout le mépris de classe, et je vais le dire. Il y a eu aussi, de la part de certains, du racisme de classe. C'est-à-dire qu'on considérait le gilet jaune comme un abruti qui ne comprenait rien, qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui ne comprenait pas toute la subtilité de la politique d'Emmanuel Macron. On avait déjà entendu notamment par le ministre chargé des relations avec le Parlement. C'était tout au début de la crise des Gilets jaunes. Et en fait, ça a été l'affrontement du retour du peuple, de l'oligarchie, et ça a été notamment le retour de bambou du viol démocratique de 2008 du traité de Lisbonne, où les Français ont mis 10 ans à comprendre qu'ils venaient de se faire enfumer. Voilà. Et les Gilets jaunes, ça a été extrêmement important parce que l'oligarchie s'est rendu compte que le peuple était en train de... C'est une partie du peuple est en train de se relever la tête. Voilà. Et ça a été compliqué. Et travailler sur RT France nous a coûté très cher. Moi, j'ai été cambriolé 2 fois. Il faut quand même le savoir. On a été fiché sur RT France. C'est pas moi qui le dis, c'est un article de l'Express ou du Point qui avait dit que tous les gens qui passaient sur RT France, ben, ils étaient fichés. On le savait. Voilà. Donc, sur la question de la censure, on parle de 2018 ici. On ne parle pas de 2025-2026. On parle bien avant le Covid. Oui, oui, Et on oui. était Bah, déjà fichés dans le viseur du pouvoir. Hein. j'ai un petit souvenir, c'est Ouais. que lors de la campagne électorale de 2016-2017, je suivais une dizaine de blogs. Hmm. Ils étaient bien évidemment euh, souverainistes et assez hostiles à Emmanuel Macron. Ils ont tous Hmm. été pointés du doigt à cette époque. Je pense par exemple à Jacques Sapir, avec Russe Oui, Europe, oui, oui. qui a été pris dans la tourmente. Ils avaient créé d'ailleurs un système pour mettre de la fiabilité sur certains sites et on constatait bien évidemment que tous les sites souverainistes étaient non fiables à leurs yeux. C'était un moyen de censure gigantesque. Hmm. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. Hmm. et la censure a culminé, bien évidemment, il me semble, pendant la pandémie. Est-ce que vous Oui, l'avez bah oui, ressenti? clairement. Ouais. Clairement, moi, je l'ai vécu. Clairement, j'ai été une des premières chaînes YouTube à en parler. Clairement, il n'y a qu'à regarder les premières vidéos et les dates. J'ai été une des premières chaînes YouTube à parler de la pandémie. Et surtout, pas tellement en parler. C'est surtout commencer à inviter des gens qui n'étaient pas invités dans les plateaux mainstream. Voilà. Et j'ai commencé à recevoir des gens qui, depuis, ont disparu. Enfin, pas tous, mais certains. Je me rappelle du docteur Violaine Guérin, je me rappelle des Delépine, je me rappelle toute une série de gens, de Christian Perron également. Et je me suis dit, en tant que journaliste, je me suis dit, attends, on est en train de me raconter des sornettes à la télévision, ou du moins, il y a une propagande manifeste qui est là. Donc, je vais aller chercher tous les gens, tous les spécialistes, une nouvelle fois, tous les spécialistes. Je prenais des gens que j'estimais avoir un avis intéressant sur la question, et je vais leur donner la parole. Ça, c'était en mars et avril 2020. Et bien sûr, ma chaîne, vous imaginez bien, je faisais des lives entre 15 000 et 20 000 viewers par live, hein, il faut le savoir. Je faisais entre 5 et 6 000 abonnés par jour sur YouTube, par jour. Et un jour, j'ai invité l'invité de trop, c'est-à-dire l'ami Idriss Aberkane que je salue. On avait parlé notamment de la question de Pfizer. Et cette vidéo, après avoir fait 280 000 vues en l'espace de 12 heures, a été littéralement supprimée, bien entendu. Et derrière, ça a été un massacre total d'audience, de shadowban, de démonétisation. Et la chaîne s'est fait crever, je le dis clairement comme ça parce que la patrouille est revenue 6 mois après sur tous mes contenus, m'a supprimé je ne sais combien de vidéos, m'a mis des avertissements, m'a démonétisé. Et quand je faisais une vidéo sans forcer entre 300 et 400 000 vues, ben aujourd'hui, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, je fais 4 000 vues. Voilà, c'est tout. Et après, on en parlera. Quelles sont peut-être les astuces On en parlera. voilà, parce que là-dessus. Donc, je veux dire que le shadowban, voyez-vous, entre les gilets jaunes et la crise Covid, moi, je suis un vieux routard du shadowban et de la censure. Voilà, ça m'a Voilà. coûté dans ma vie privée, ces cambriolages. Ça m'a coûté aussi sur mes audiences, ça m'a coûté sur plein de choses. Mais je veux dire par là, c'est qu'on est toujours là. Et je leur dis très gentiment à ces gens, je ne suis pas paramétré pour arrêter, en fait, parce que je fais simplement mon travail de journaliste indépendant et j'essaie de le faire le plus honnêtement possible. Et c'est peut-être pour ça que nous avons des communautés qui sont très fortes, très fidélisées et qui, à la différence du service public, c'est que nous avons plus de légitimité que l'audiovisuel public et Delphine Ernotte et tous ces sbires, dans le sens où nous ne dépendons que de la bonne volonté de nos lecteurs, de nos mécènes. Les mécènes, c'est des gens, des particuliers, hein, qui nous font un don de 5 de 10 balles, La et des abonnés, publicité. des gens qui s'abonnent. Voilà, tout simplement.
Donc concrètement, aujourd'hui, on a plus de légitimité qu'eux parce que nous ne vivons pas d'argent public. Nous ne touchons pas 4 milliards d'euros par an de subsides de l'État. Voilà. Donc c'est une question de fond qui se pose. C'est-à-dire que nous, si le service audiovisuel public, on leur enlève notamment les subventions d'État, ces gens, ben, dans le mois qu'ils suivent, ils disparaîtront. Ils disparaîtront, D'ailleurs, clairement. Moi, je pense qu'on- dans Ouais. l'actualité, je rebondis, dans l'actualité, il y a un journal qui va peut-être disparaître, je l'appelle l'Aberration, puisqu'on Oui. a appris qu'il y aurait peut-être des investisseurs qui se retireraient. Ouais. Parce que ça devient un rat crevé, je veux dire, c'est une coquille vide Oui. maintenant. Oui. Pour- Maintenant qu'on a bien déblayé sur la censure depuis au moins 2018, on sent malgré tout que, avec la mise en place du DSA, le Mhm. nœud s'est resserré sur des plateformes comme X ou d'autres. Est-ce que vous Ouais. avez ressenti cette violence, Ouais. du DSA? Ouais, oui, 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 clairement. Clairement, de toute façon, X, c'est toujours pareil. Il y a les désabonnés, les désabonnements. On l'a bien vu, il y a eu une période. Pourtant, on pensait qu'avec l'arrivée d'Elon Musk, ça allait se libérer. On voit bien que ça n'a pas été le cas. On a eu des commissions, notamment parlementaires, où il y a eu Claire Dillet, il y a eu d'ailleurs aussi le responsable de YouTube France. On a bien vu que ces gens ont parlé de contenu gris, de zone grise, qu'il fallait à un moment donné peut-être invisibiliser très clairement. Mais au-delà de la perte des abonnés, moi je suis, par exemple, je suis à 68. Moi je crois que ça fait 2 ans que je suis à 68 000 abonnés, quoi. Et j'ai fait des tweets à plus de 2 ou 3 millions d'impressions. Bon, voilà, après, moi, je suis pas prix Nobel d'économie, ni de mathématiques, hein, ni de statistiques. Je n'ai pas fait l'ENSAI, mais manifestement, je pense qu'il y a un souci. Puis ensuite, au-delà des abonnements, et ces gens-là se disent que vous rétorquent finalement que c'est des bots, c'est vrai, en disant c'est des bots, donc on nettoie les bases, donc forcément vous avez des abonnés, ce qui est faux. C'est surtout le problème de la visibilité. C'est-à-dire qu'au prorata de nombre d'abonnés, eh bien, vous devrez avoir notamment un nombre d'impressions et de vues sur vos contenus. Ce n'est pas le cas. Donc ça s'appelle le reach. Et le reach, c'est ce qui, à un moment donné, montre ce qu'on appelle le shadow ban, ou pour parler français, l'invisibilité. C'est-à-dire que vous faites le prorata de votre nombre de vues, d'abonnés et de likes notamment, et vous avez un reach. Voilà. Et chaque plateforme, en fait, a un reach minimal. C'est-à-dire, moi, je pose la Ouais. question, j'ai autant de likes que de viewers. Dire que j'ai des reach à 40, 50, 60%. Un reach à 40, 60% devrait envoyer ma vidéo dans le board immédiatement, c'est-à-dire dans la page d'accueil, quand vous avez poussé ma vidéo, 48 heures après la diffusion, je devrais faire 400 ou 500 000 vues sans forcer, sans forcer. Ben non, j'en fais 4000. C'est ça la réalité de l'histoire. Et sur X, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vous invisibilise, mais on invisibilise toujours pareil. On va pas invisibiliser Nathalie Cuicui, enfin Nathalie Loiseau. On va pas invisibiliser Jean-Noël Barbroro, le ministre des Affaires qui lui sont très étrangères. On va pas invisibiliser ces gens. Non, on va invisibiliser des comptes comme les nôtres, journalistes, influenceurs, blogueurs, et c'est la réalité de l'histoire. Et ça, c'est vraiment terrible parce que c'est la fin, en fait, de l'esprit démocratique, de la règle démocratique, de notre protection démocratique. Et dans ce cas-là, en disant, vous comprenez, on les invisibilise parce que c'est la zone grise et eux sont en train de mettre en avant des idées qu'il n'est pas bon que les gens entendent. Parce que comme ils sont trop cons pour comprendre, ils seraient quand même capables de croire à ces gens. Parce que c'est ça, pour faire vite, hein. Tu- Ouais. Bah, j'ai vu leur dernier vice, c'est les notes de la communauté qui Mhm. sont fausses. Oui, C'est-à-dire qu'on oui. nous accuse, on en a parlé avec Franck Zégé, il y a 2, 3 heures, on vous accuse d'une fake news, d'un article, d'un fait qui est vraiment vérifié 3, 4 fois, Mhm. en utilisant un biais, en disant non, non, l'information est fausse. Alors je vais donner très précisément, en Suisse, les pharmacies ont été mis à l'index parce que elles avaient donné une fausse information, une fausse publicité que j'appelle ça le pchut, protégé du Covid. Mhm. J'ai eu donc sur cette information que c'était faux. L'information est vraie, mais eux, ils disent que le vaccin protège. Mais on ne parle pas de la même chose. C'est comme ça qu'ils arrivent à jouer avec le biais. C'est extrêmement vicieux. Donc celui qui ne prend pas le temps de regarder l'information se dit, bah voilà, dans les entretiens, ils disent des choses qui sont fausses, alors que pas du tout. C'est juste Bien un sûr. petit biais. Ouais. Oui, mais oui, parce que c'est comme ça, mais en fait, ils ne peuvent pas rien faire contre la déferlante de ce que nous faisons, parce que on le voit bien, moi, nos communautés respectives, moi, je vois des gens qui, déjà, depuis la fameuse pandémie,
se sont réveillés déjà, et ça déjà c'est heureux. Et puis en fait n'ont plus besoin d'avoir d'algorithmes, ils savent ce qu'ils regardent, ils mettent de côté, ils archivent, ils achètent des bouquins et ils font un travail énormément de recherche et suivent des gens. Donc bien sûr qu'après la problématique dans la censure, c'est qu'en fait vous êtes invisibilisé par des gens qui ne vous connaissent pas ou qui auraient besoin à un moment donné d'entendre des voix différentes. Voilà. Et cette invisibilisation, en fait, elle ne sert pas à grand-chose. Alors si, elle nous emmerde parce que elle sert au moins à nous étouffer économiquement, parce que c'est une véritable volonté d'étouffer économiquement. Quand vous aviez, Bien comme sûr. moi, des lives entre 15 et 20 000 viewers et des audiences records, et bien forcément, vous avez des dons en fonction ou des abonnements sur vos sites comme Pooch ou, ou sur d'autres. C'est-à-dire que vous aviez forcément des gens sur le nombre qui allaient découvrir ou soutenir avec 2 euros, 5 euros, qui allaient s'abonner à Pooch ou sur Tipeee ou autre. Et forcément, quand on vous restreint, bien entendu, l'audience, ben, généralement, votre audience, c'est votre cœur de granit. C'est des gens dont je parle qui savent qu'à tous les soirs, vous faites cette émission, donc ils sont là. Moi, aujourd'hui, quand je fais un live, quand je suis à 700, 800 viewers, c'est le maximum. Il faut quand même se rendre compte de quoi on parle, hein. Je suis Mm. passé de 15 000 viewers à 700. Voilà, enfin, il faut avec autant de viewers que de likes. Enfin, mais je suis sur le cœur le cœur. Vraiment, les gens qui ont le temps, qui savent, qui mettent des rappels sur leur chaîne. Et donc, c'est une infime, on va dire, c'est le petit cœur de votre audience. Et les autres, eh ben, ils sont pas là parce qu'ils n'ont pas la notif, parce ils pensent que vous avez arrêté, parce que c'est le cas. Bon, il y a des gens qui me disent, ah, mais tiens, quand tu Beaucoup, continues, oui. put live. Voilà, parce que moi, je ne te vois plus depuis très longtemps, donc je pensais que tu avais arrêté la chaîne et tout. Pour peu qu'ils ne savent pas que Pushlight, en fait, c'est pas que Pushlight, c'est Push Media avec le site et mon Substack, et ben forcément, ils se disent, bah, Vidal, on ne le voit plus trop, ou s'ils sont que sur YouTube, ils vont penser qu'on a disparu. C'est pour moi et pour les autres, c'est pas que pour moi. Et ça veut dire Ouais. qu'en fait, le but, c'est de d'étouffer économiquement un maximum en invisibilisant un maximum. Et c'est comme ça, vu qu'on ne prend pas de subventions publiques, nous, vu qu'on ne va pas réclamer, comme certains médias privés, notamment Le Figaro, Libération, la nani, nanana, qui prennent du pognon, de l'argent public, parce qu'il faut leur dire à ces gens, Le Figaro, Libération et les autres, s'il n'y avait pas les actionnaires et l'argent public, mais vous êtes incapable, vous, à titre de journaliste, de faire vivre votre média. C'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, j'aime beaucoup, notamment mes amis du Figaro, qui sont toujours en train d'appeler, notamment à la baisse des dépenses sociales, qui sont toujours en train d'appeler à repousser l'âge légal de départ à la retraite, qui sont toujours en train d'appeler à faire baisser les cotisations chômage. Les amis, on va commencer par vous, en fait. On va commencer par vous. On va commencer à vous enlever les 12 millions d'euros ou les 13 millions d'euros, ou voire plus, je crois, par an de subventions publiques, même si c'est du public pochetage ou d'aide à la presse. On va commencer par là. Et je pense que toute la bande d'Yves Tréhard et des autres, quand vous devrez aller au métro Batignolles ou au métro Pigalle, aller demander faire envoyer des petits papillons aux gens pour leur demander de vous faire des dons, là on va moins rigoler peut-être. Vous voyez, non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis assez agacé parce que vous avez des médias qui sont toujours en train socialement de demander des réductions de dépenses sociales et c'est les premiers qui empochent du pognon du contribuable. À un moment donné, c'est pour Bah, ça que c'est le. voilà, voilà, Ceci explique cela. bien sûr, Euh, voilà. mais on voit très bien ce qui se passe également dans le cinéma. Ce sont des gens qui touchent des subventions, Ouais. qui bénéficient Ouais, de la souveraineté française en ouais. matière de protection et qui la refusent, par exemple, aux autres Français, qui eux Bien vivent sûr. dans un marché libéral concurrentiel. Ouais, bah c'est Oui, toujours. mais ils vivent des aides de l'État, c'est en partie. Voyez-vous, c'est ça qui est formidable. D'ailleurs, je ferai pour info, je vais faire un article sur mon site, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur les aides à la presse. Voilà, voir qui touche quoi. Parce qu'on les voit souvent traîner, mais c'est bien d'avoir quand même un petit peu d'avoir des chiffres intéressants pour se rendre compte qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui manifestement, voilà, crient toujours, machin. Voilà, par exemple le Figaro, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ce qui touche, c'est plusieurs millions d'euros, hein, clairement, ce que touche le Figaro. Je pense eux, parce que j'ai rien contre le Figaro en particulier, mais la réalité, c'est que ce qui m'agace, c'est que ce sont des gens qui sont toujours en train de demander sur Bah, des plateaux télé je partout où ils crois que vont de c'est réduire la l'ensemble. dépense publique, mais par contre, ils veulent pas réduire leur dépense publique à eux dans le fait de toucher des aides publiques d'État dans l'aide au portage à la presse ou voilà. Et ça me gave en fait, ça me gave. Oui. Bah, si, je dis toujours, si ils méritaient ces aides, c'est-à-dire qu'ils nous donnaient une information de qualité, de la vraie confrontation, différents points de vue, on dirait, bah oui, peut-être que ces subventions servent à quelque chose. Mais ils ne sont que les attachés de presse, généralement des élites européistes et mondialistes.
Ouais. Quelle Oui, est oui, leur valeur ajoutée? Et ouais, donc, on ouais. comprend qu'ils sont financés par ces élites. C'est en cela que moi, je trouve que ces subventions sont absolument immondes. Voilà, ils ne Oui, sont pas là pour rendre un service, pour nous informer, mais non, pour mais en plus, véhiculer ce sont des dans le gens, langage. ce sont des gens, je suis désolé, je revois le Figaro, je les trucs là. L'aide à la presse, l'aide au portage du Figaro. L'aide au portage du Figaro en 2024, c'est les chiffres du ministère, hein. C'est 5 363 308 euros. Voilà, l'aide au portage. On peut m'expliquer ce que c'est. Je sais ce que l'aide au portage, j'ai pas besoin, je suis dans la presse depuis très longtemps. Mais je veux dire, en fait, ceux-là même, une nouvelle fois, j'ai rien contre le Figaro, je m'en fous, en fait. J'étais abonné, je me suis abonné parce que, Ah, bon, à un moment donné, moi, rouler pour Édouard Philippe, oh, non, ça me saoule, ça m'agace. Et je suis abonné à rien d'autre. comment Non, mais c'est vrai. Fantomas? Ouais, ouais, oui, voilà. Mais je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que c'est vraiment ceux qui sont dans le monde pseudo-libéral. Ce sont des conservateurs libéraux. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, conservateurs libéraux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'entends toujours me dire ça, ça ne veut rien dire pour moi. Mais ce sont des gens qui, voilà, une nouvelle fois, je le répète, ce sont des gens qui sont pour la Startup Nation, ce sont des gens pour qui il faut baisser les aides, pour qui il faut à un moment donné motiver les Français, que les Français se prennent en main. Mais quand on prend plus de 5 millions 300 000 euros d'aide au portage, à un moment donné, vous êtes loin de la Startup Nation, les amis du Figaro. À un moment donné, bon, réfléchissez à des concepts fluctuants, souples, pour essayer de distribuer votre canard à tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Et cette liste, je la balancerai parce qu'il y a quand même des gens qui prennent un maximum de pognon. Voyez-vous, nous, on ne fait pas d'aide au portage, en fait. On ne demande pas, passe pas nos journées à faire des demandes de subventions à la mairie, au département, à la région, notamment et à l'État. Je veux dire, nous, on travaille comme on est. Donc, s'il y a vraiment des mecs qui sont dans la Startup Nation, je peux vous assurer que malheureusement, ce sont nous, les médias indépendants, parce que tous les jours, nous devons innover pour essayer de ne pas crever. Concrètement. Voilà. Très Donc, juste. quand ces gens-là viennent pérorer sur le plateau télé ou dans leurs éditos en disant qu'il faut plus de flexibilité, il faut plus être plus libéral dans la façon de faire, commence par plus accepter les aides publiques et puis on reparlera de bonne vieille Ouais, bah, austérité de la ouais, presse française. Voilà. voilà. Et il y en a d'autres qui sont financés directement par le pouvoir, ce sont les fact-checkers. Et eux, ils Oui, ont un oui. drôle Ouais. de boulot. Ouais. On a l'impression que, je dis l'impression, parce que c'est vraiment une impression, que leur cible, c'est nous, qui sont payés pour s'occuper de nous. Oui. Est-ce que tu Ah, as eu clairement. des expériences, que Ouais. vous avez eu des expériences avec Ouais, bah, Rudy et sa petite bande de copains? bah, de toute façon, ils s'attaquent à tout le monde. Après, ils font quand même pas des max de vues, clairement. Donc, c'est quand même assez intime, hein, pas intime, mais plutôt assez dans un cercle très restreint pour ça. Donc, après, oui, Bah, ils touchent, hein. bah oui, oui, toujours, mais clairement, clairement, c'est une nouvelle fois, c'est de l'argent public. On aimerait quand même que tout soit dit, en fait. On le sait parce qu'il y a des chiffres, hein, mais on aimerait quand même que, comme pendant la crise sanitaire, on dise attention, sachez que je fais cette vidéo, mais sachez que je prends tant sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, et que j'ai tant d'aides publiques. Voilà. On aimerait au moins cette honnêteté. Voilà, c'est quand même mieux. Et c'est comme chez les trotskistes, on disait d'où tu parles, et ben c'est toujours bien de dire d'où on parle. Voilà, nous au moins on n'a pas cette problématique de savoir d'où on parle parce que les seuls qui nous financent, ce sont les lecteurs et les abonnés. Voilà, au moins ça c'est réglé. Mais c'est vrai que c'est une vraie problématique de censeurs concrètement, de gens qui viennent, qui passent leur journée à écouter ce qu'on dit et qui essayent à un moment donné de venir nous mettre à défaut ou de contester ce que nous disons et qui en plus n'acceptent pas de venir débattre avec nous. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et je pense que combien Pourrait de pas. copains ont déjà demandé à avoir des débats avec eux, les invités, ils refusent de venir. Donc déjà, il manque manifestement de courage. Voilà. Et je pense qu'ils ont, pour Ils prendraient certains, les fessées, hein. oui, ils ont pour certains des convictions en texture de tuyau d'arrosage. Donc manifestement, ça n'engage pas à venir sur un plateau et défendre qu'on est convaincu de ce qu'on fait, on a bossé sur le sujet, qu'on le connaît par cœur. On a peur de débattre avec personne. Et ça, c'est une véritable problématique parce que, effectivement, ce sont des proxys pour certains de la propagande d'État en disant, ben, on va essayer de mettre des fact on va emballer ça sous le mot de fact-checker en disant que ce sont des entités indépendantes qui sont là pour s'assurer du bon fonctionnement de la démocratie, s'assurer finalement que des fake news ne soient pas propagées à dose industrielle, mais finalement ce ne sont que des proxys de l'État qui sont là et financés par l'État pour essayer de venir dézinguer. Voilà. Mais ils dézinguent pas grand-chose, hein. Ils dézinguent pas grand-chose manifestement. Voilà. Ils sont très Ouais, ils cher se sont payés pour peu de ridiculisés avec l'affaire résultats. Epstein.
Oui, se oui, sont oui, ridiculisés effectivement. avec l'affaire Epstein. Ouais. Et puis Epstein. on les a sur le service public, là aussi. On les a sur du visuel public. On les a sur du visuel public. On a des gens quand même qui sont sur du visuel public, qui sévissent tous les jours sur du visuel public avec des séquences. Tous ces gens que tu as cités là, les Julien Pain, les Rajtat et j'en passe, les Mendes France et les consorts, ont pignon sur rue, on leur rend service sur le service public. Une nouvelle fois, c'est payé par nos impôts, concrètement. Donc voilà. Et puis j'ai envie de dire, du fond, vraiment, je pense que à mon avis, c'est la quintessence même du fond du problème. Ce qui, moi, je considère comme le fond du problème. Et la réalité, c'est que ces gens partent d'un postulat très simple. Ils partent du postulat que les gens sont des débiles profonds. C'est-à-dire qu'il faut des redresseurs de tort et de conscience pour éviter que la fake news se propage. C'est-à-dire qu'ils n'accordent pas au peuple français l'intelligence relative et collective d'une nation comme la nôtre. C'est-à-dire que si tu dis des bêtises, moi par exemple, si sur Putsch Live, sur Putsch Media ou Substack, je dis des énormités et que je raconte n'importe quoi en permanence, je peux t'assurer qu'il y a une part de ma communauté, de mes abonnés, vont se barrer. Et j'ai envie de te dire qu'ils auront bien raison de s'en aller. Parce que si à un moment donné, je raconte n'importe quoi et que c'est pas sourcé, pas vérifié, que je rebondis sur n'importe quel truc un peu chaud pour essayer de faire du buzz et de l'audience, je peux t'assurer que dans ma communauté, ils partiront très clairement. Et ils auront raison, je ferai pareil. Ça veut dire finalement que ces fact-checkers, je ne sais pas comment ils sont, je ne les connais pas personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Voilà. Mais ils partent du principe, en fait, les gens sont trop cons pour comprendre par eux-mêmes, donc ils sont là pour s'interposer en tant que chevaliers servants finalement, de la démocratie et de la pensée non transgressive. Voilà. Moi, Et c'est en ce ouais, sens-là que la question est de fond. Et rappelle-toi de Patrick Cohen qui disait les cerveaux malades. C'est toujours ouais. pareil, c'est-à-dire que ces gens pensent qu'à un moment donné, ce sont des Ah, évangélistes. Voilà, voilà, des moi, je évangélistes dirais, pour faire oui. les garants de la bonne Ouais. conscience. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir en face de moi des attachés de presse, pas des journalistes. Ça a été Hmm. d'ailleurs, c'est une petite anecdote qui m'a été confiée Ouais. par un élève du CELSA qui m'a dit un jour que un de ses derniers cours, d'une prof en amphi, on va pas la citer, disait, le métier de journalisme évolue, on va vers Hmm. l'attaché de presse. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, ce sont davantage des attachés de D'ailleurs, il y a presse. beaucoup de clubs de la presse, je me permets de te dire. Il y a beaucoup de clubs de la presse aujourd'hui. Certaines régions, c'est clubs de la presse et de la communication, il faut le savoir quand même. Bah oui, bah oui. Et Alors, pour financés par lutter, nos impôts là aussi. Hein. Financés par nos bien impôts, parce que je sûr. connais quelques-uns clubs de la presse en France, ils sont tous financés par nos impôts, par les régions, les départements, les machins, et ces clubs de la presse et de la communication. Voilà, et tous ces gens font des petits cocktails, appellent à la liberté Onéreux. d'expression, et voilà, tout ça financé par les petits pouvoirs publics du coin, et tout ça se goinfre de petits champagnes et de foie gras aux frais de la princesse République qui, manifestement, porte la culotte, et c'est notre culotte qu'il porte, mais ils sont toujours drapés dans la vertu de la liberté d'expression et de la liberté du journalisme indépendant en permanence. Voilà. Bisous La à eux, bonne en tout blague. cas. Ils se reconnaîtront. Ils s'en connaîtront. Il y a Ouais, peut-être une façon de lutter contre cette censure et tu me, vous me parlez au mm, début d'émission de Substack. ouais. Qu'est-ce que c'est exactement que Substack? Substack, voilà, je Alors, vais essayer de ouais, le dire. Substack. Mais c'est intéressant, hein. Merci de me poser la question parce qu'en fait, bien, on a fait un constat assez noir, mais même on va essayer quand même de donner un peu de couleur, hein. Parce que quand je disais que la censure ne servait à rien, alors bien sûr elle sert, puisque, enfin, elle sert, pour eux, elle sert. Mais ça veut dire que ils n'ont pas bien compris, ces gens, on en a parlé, que nous, à la différence de ce dont on a parlé tout à l'heure, nous avons des ressources. Nous sommes imaginatifs parce que nous avons finalement l'urgence de continuer à vivre chaque jour un peu plus. Et dans cette urgence de vivre chaque jour un peu plus, nous devons aller chercher des plateformes qui sont aujourd'hui non censurées et non censurables. Encore non censurables. Je ne veux pas avancer à 2 3 ans parce qu'il y a tellement de choses, des DSA, l'interdiction des réseaux sociaux moins de 15 ans, enfin, tatati, tatata. Et moi, j'ai trouvé, alors comme je suis sur YouTube, je l'ai déjà dit dans une émission chez l'excellent Merwan Newby dans le format, j'ai dit, je ne suis pas sûr que nous ayons encore, nous, et j'en avais parlé à les copains, hein, tous les gens que vous connaissez, de la grande famille des influenceurs et journalistes indépendants. Moi, je suis pas convaincu, en tout cas pour moi, je suis pas convaincu que j'ai encore beaucoup d'avenir. Le Shadowban, on en a parlé, on va pas refaire encore un quart d'heure. Mais aujourd'hui, la carte d'identité, est-ce que dans quelques semaines, et on verra bien, le texte va repartir à l'Assemblée nationale, notamment sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, il y a le dispositif d'ailleurs, c'est passé en Grèce ce matin, ou hier, en Grèce c'est pareil, ils sont en train de faire pareil. En Irlande, ils sont pas loin, le Digital ID, et en Angleterre, c'est pareil. Donc finalement, un jour ou l'autre, nous devrons mettre notre carte d'identité sur nos réseaux sociaux pour accéder au contenu. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos communautés, je ne suis pas convaincu, en tout cas pour la mienne, je ne parle pas en son nom, mais je la connais un peu, elle ne mettra jamais sa carte d'identité pour les certains.
Ça, c'est évident. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Et la plateforme Substack, c'est une plateforme qui est née aux États-Unis. Et je le rappelle toujours parce que c'est intéressant. Lors des grandes vagues de licenciements aux États-Unis, dans les grands médias, le Times, tous les grands médias, le Washington Post et tout, eh ben, il y a des historistes connus qui étaient très suivis parce qu'aux États-Unis, c'est 280 millions d'habitants, donc c'est pas la France. Hein. Et donc là, un compte Twitter à 1 million, c'est un petit compte Twitter aux États-Unis, il faut le savoir. 1 million d'abonnés, c'est un petit compte Twitter. Eh ben, ils sont allés sur Substack, cette plateforme qui s'est lancée, c'est-à-dire que Substack, en fait, c'est une plateforme où tu crées ta page, tu peux faire des lives, tu peux faire des vidéos, des grands articles notamment, tu peux faire aussi des podcasts. Et ces grands éditorialistes sont allés sur cette plateforme qui venait de naître. Et en fait, leur communauté les a suivis. Et comme on peut la monétiser pour soutenir le travail indépendant du créateur sur Substack, et cette plateforme, en fait, elle s'est développée au fur et à mesure de la pression de la censure sur Twitch également. Je pense notamment à mon ami Alexis Poulain qui s'est fait virer de Twitch. Voilà, et d'autres. Hein. Je pense à Alexis parce que comme je fais des émissions aussi sur TV Liberté à l'ère générale, on en parle assez régulièrement. Et en fait, Substack me permet, moi j'y suis allé, et je suis effaré, stupéfait, mais dans le bon sens du terme. Moi, j'ai pratiquement 11 000 abonnés et je fais plus de 250 000 vues par mois. C'est-à-dire que je fais plus de vues que beaucoup de sites de PQR aujourd'hui, par mois. C'est-à-dire que je fais. Et les gens s'abonnent, c'est-à-dire qu'ils s'abonnent en gratuit. Il y a une partie gratuite. Et puis après, pour continuer à vivre, parce que je le rappelle, à bon escient, on n'a pas de subvention publique, nous, eh ben, moi, j'ai fixé deux tarifs d'abonnement, un à 5 euros par mois ou à 40 euros par an. Très clairement. Voilà. Et il y a des gens qui s'abonnent vraiment donc, parce qu'ils veulent lire les articles aussi, parce que je fais des grands articles, surtout sur l'affaire Einstein, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait aussi beaucoup d'articles sur le détroit d'Ormuz, sur la mondialisation plutôt. C'est le background de Hormuz, pour moi, c'est la mondialisation. Bon, peu importe. Je fais beaucoup d'articles Bien sûr. sur la révolte en Irlande aussi, dont personne ne parle en ce moment. Depuis 3 jours, il y a des révoltes en Irlande incroyables. Dublin est littéralement thrombosé par les tracteurs, le BTP. Je suis le seul à en parler. Sur Putsch Media et sur Substack, je suis le seul à en parler. Donc, du coup, Ouais, je, j'ai vu très ouais. peu de tweets en fait sur le sujet. Ah ben voilà, et donc C'est un ouais, milieu. ben, je suis déjà à trois Voilà, articles sur trois longs articles sur Putschpedia depuis 3 jours. D'ailleurs, sur sur Google dans les Actualité, quand domaines. tu tapes Irlande, il y a, comme c'est marrant, Google, hein, parce que Putschpedia est sur Google News, et ben quand tu tapes Irlande sur Google Actualité, tu fais l'expérience, et ben tu as visité Cork. T'as que les trucs de tourisme, tu vois, ou des articles qui n'ont absolument rien à voir avec le schmilblick, c'est-à-dire que même mon article, même sur Google News, où je suis le seul à en parler, il faut taper Irlande carburant révolte pour que je commence à arriver dans les 3 premières positions. Bon, passons. Là aussi, on voit bien qu'il y a une forme de censure, concrètement. Mais pour en revenir à ta question initiale, c'est-à-dire que Substack permet effectivement d'être totalement libre dans les sujets, les lives. Par exemple, moi, le jeudi soir, tous les jeudis soirs à 18 h, je faisais un débrief politique. À une époque sur YouTube, ça a duré 3 ans. J'ai eu fait des débriefs politiques à 80, 100 000 vues. Puis j'ai commencé à faire moins de 50 000. Puis après, moins de 30 000, moins de 20 000, moins de 10 000. Et maintenant, je suis entre 5 et 10 000 sur mes débriefs politiques. Donc, je dis plus que c'est comme ça. Pas de problème. Mon débrief politique, je le fais sur mon Substack tous les jeudis soirs à 18 h, par exemple. Et c'est important. Et ça veut dire que pas de censure, lien direct avec les abonnés. Autant te dire que manifestement, on est sur quelque chose où on a la main. Parce que la règle absolue et l'avenir qui s'offre à nous, c'est mon avis, c'est que nous devons avoir la main sur les contenus et sur la monétisation et sur le lien avec nos abonnés. Il n'y a que comme ça. Et je te le dis, je préfère avoir 11 000 abonnés sur Substack où clairement en termes de rentabilité, mais de survie, c'est même pas la rentabilité, pour nous c'est la survie, je suis beaucoup plus exposé, beaucoup plus fragile, très clairement. Et puis, on le sait, moi j'ai été supprimé, on m'a supprimé 50 Twitter à une soirée, on m'a shadowmané ma chaîne, mais on m'a supprimé des vidéos. Vous le savez, c'est-à-dire que tu reçois un mail un matin ou un soir, cher monsieur, nanana, nanana, vous ne respectez pas les standards communauté. Donc, moi sur Substack aujourd'hui, je n'ai pas aucune crainte de recevoir un mail de ce type-là. Voilà. Voilà. C'est Voilà. d'ailleurs ce qui Voilà est pour très Substack. gênant, Hmm. c'est qu'on ne sait pas exactement les raisons de la Il n'y en a suppression aucune. d'une vidéo. Ouais. On en fait toujours des suppositions, bien évidemment, mais on n'a pas de raison officielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se défendre. On est victime, c'est-à-dire on a une sanction, on ne nous a pas Ouais. écoutés et on ne peut pas se défendre. Ouais. C'est tout à fait Hmm. inadmissible. Eh bien, Ben oui. Ouais. merci Nicolas Vidal Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup. de toutes ces explications et peut-être à bientôt avec un nouvel entretien. Merci Je beaucoup. n'en Au doute pas. revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.